Silence et contemplation. Le silence dont il est question dans l'expérience intérieure est souvent confondu avec une absence de bruit. Cette incompréhension amène parfois à des comportements absurdes, induits par une volonté d'imposer un silence à l'environnement. La nature du silence est expérimentée dans la conscience elle-même. On pourrait dire que le silence est conscience. Ce terme pointe vers une dimension intérieure, libre de pensée, qui contient les sons, mais n'est pas les sons. Écoutez par exemple une mélodie jouée lentement et portez votre attention sur l'espace silencieux qui sépare les notes. En approfondissant cette expérience de l'espace silencieux, vous verrez qu'une dimension silencieuse d'arrière-plan existe également lorsque les notes sont jouées. Le silence est ici comparable au soleil qui n'est pas perturbé par la présence des nuages. Il est une permanence dans laquelle l'impermanence émerge. L'impermanence des sons et des bruits ne peut être constatée que parce que vous êtes la permanence. Vous êtes le silence dans lequel les sons et les bruits apparaissent. La conscience immédiate de cette nature silencieuse est ce que nous nommons ici silence. Voyez qu'il ne s'agit donc pas d'une absence de sons et bruits, mais d'une présence silencieuse, sans parole et sans pensée. Unité et contemplation. La question de l'unité et de la dualité est souvent posée. Nous pouvons constater que dès lors que la pensée moi s'éveille, une séparation est déjà présente entre ce qui appartient au moi et ce qui appartient au non-moi. La racine de la séparation réside donc dans notre propre esprit, dans les attachements aux divers systèmes de croyances et d'opinions qui forment une gangue épaisse, induisant les comportements violents bien connus dans notre société. L'expérience de l'unité se découvre et s'affirme dans la conscience silencieuse qui, lorsqu'elle est vécue, induit un sentiment de plénitude et de contentement. Dans ce vécu propre à la conscience, les choses sont naturellement acceptées telles qu'elles sont, car le moi, en tant que juge et contrôleur, n'occupe pas le devant de la scène. Unité et acceptation ne sont donc pas le fruit d'un effort, mais plutôt celui d'un abandon de l'illusion du moi, de l'illusion d'une séparation entre moi et le monde. Ce qui est nommé dualité est simplement la conséquence de la croyance en la réalité du concept de moi en tant qu'entité séparée. Une juste vision va amener la résorption de cette croyance et du lot de souffrances qui lui est lié. Contemplateur et contemplation. L'idée de l'existence d'un contemplateur est encore une pensée qui peut être observée par le regard contemplatif d'arrière-plan. Dans sa nature propre, la contemplation est libre du contemplateur. Cette absorption du moi personnel dans une conscience impersonnelle est un moment clé dans l'établissement d'une dimension contemplative qui ne soit plus fluctuante, dépendante des circonstances environnantes, mais permanente. C'est sur ce plan qu'une expérience de liberté peut être goûtée, non pas une liberté dans les choix et décisions, qui restent encore des projections conditionnées du moi, mais une liberté d'être. La notion d'identité est ici remise en cause dès lors que les projections mentales sont reconnues en tant que telles et que le sentiment d'être, sentiment qui précède la naissance de la pensée, s'affirme comme seule identité. L'identité de surface, qui correspond à la notion courante de l'identité, a certes une valeur fonctionnelle, utile dans l'espace-temps,
mais prend une dimension différente lorsqu'elle est complétée par une identité profonde, enracinée dans l'expérience d'être. Épilogue. Comme nous avons pu le voir, une approche contemplative de notre fonctionnement intérieur n'est pas une approche psychologique, dans la mesure où elle ne cherche pas à analyser ni à décrire. Elle peut être considérée comme libératrice, car lorsque l'ego est vu tel qu'il est, dans ses manifestations transitoires, le regard qui le contemple s'expérimente comme libre de lui. Il s'agit ici non pas d'une liberté d'action, sachant que l'action est conditionnée tant par les circonstances intérieures qu'extérieures, mais d'une liberté d'être. Dans une approche psychothérapique traditionnelle, lorsque les systèmes explicatifs arrivent au bout de leurs possibilités, vient un moment où la compréhension ne trouve plus rien à quoi s'accrocher. C'est à ce moment qu'une ouverture est possible, vers une compréhension qui ne soit plus de nature conceptuelle, mais qui pointe vers une expérience de joie et de liberté non dépendante des circonstances. Une démarche psychothérapique globale se doit donc d'inclure l'éveil à une dimension de conscience libre de conflits et de souffrances. Cette qualité de vécu qui s'installe dans un esprit mature et un corps habité est le point central d'une thérapie qui ne limite pas la compréhension aux confins du moi, mais s'ouvre vers une dimension de conscience impersonnelle. C'est à ce point où horizontalité et verticalité se croisent que le désir profond de liberté trouve son accomplissement et son rayonnement. Cette thérapie est libératrice, car elle invite à quitter le carcan rigide du moi pour s'ouvrir vers les espaces sans limite de la conscience unitive.